King Camp est un jeune américain travaillant comme commercial dans une entreprise de capsules et de canettes, la Crown Cork and Seal Company, dont le modèle économique se base sur la capsule. Puisque celle-ci est à usage unique, les consommateurs la balancent une fois qu'ils ont ouvert leur bouteille. Et bien que le contenant soit en lui-même réutilisable, le fait que la bouteille doive retourner à l'usine afin d'être recapsulée pour être réutilisée assure à l'industrie qui les commercialise une source de revenus constant et durable. King Camp aimerait bien appliquer ce modèle à d'autres produits de consommation, car le jeune ambitieux rêve de faire fortune, comme à peu près tous les Américains à l'époque. C'est un matin, en se rasant avec un coupe-chou, lame droite nécessitant d'être régulièrement affûtée, que le petit futé a l'idée qui le rendra plus fortuné qu'un Fast You Go Fast de Fez à Belfast, le modèle lame et rasoir. Vendre un rasoir à bas coût, dont la lame serait remplaçable et jetable, assurerait à son fabricant un revenu constant, puisque les consommateurs seraient tout le temps obligés de racheter des lames. Cet homme c'était Albert Einstein, cet homme c'était King Camp Gillette, et dans ce nouvel épisode de Sortie d'usine, nous allons parler de nos poils. Bonjour chers animaux velus. Après l'épisode sur le lait, nous restons aujourd'hui dans le thème des mammifères, puisque nous allons parler des poils. Il convient de se poser la question quelques secondes. Pourquoi nous les humains nous retirons-nous nos propres poils ? Les poils du visage, les poils des aisselles, des parties génitales, certains doivent même manager leur pilosité nasale ou auriculaire. Petite pensée émue également à ceux qui doivent s'épiler les sourcils ou dans les cas les plus sévères, le sourcil. Mais c'est quoi concrètement le problème avec les poils ? Pourquoi sont-ils associés avec une idée de saleté ? Vous savez comme moi que l'image des poils dans la société est en train d'évoluer, on a pu le voir notamment avec la mode des barbes chez les hipsters au début des années 2010, et bien évidemment les courants de pensée féministes qui ont savamment posé la question « Pourquoi les poils d'hommes ça va alors que les poils de femmes ça va pas ?» Ces évolutions culturelles sur l'acceptation de la pilosité ont fait couler beaucoup d'encre, surtout sur les réseaux sociaux, qui comme chacun sait sont de charmants lieux de débat. Mais s'il y a des personnes qui scrutent particulièrement ces tendances, vous vous doutez bien que ce sont ceux qui ont investi des milliards depuis des décennies pour vous convaincre que ça valait le coup de payer pour ressembler à un ou une prépubère. Vous l'avez compris, il s'agit des marques de rasoirs. Utilité des poils, théorie du coureur de fond, marketing genré et propagande de masse, on va tout vous raconter sur l'industrie du poil dans ce nouvel épisode de Sortie d'usine. Alors déjà, un poil, c'est un organe à part entière. C'est d'ailleurs l'un des plus petits organes du corps humain. Il est constitué naturellement d'une tige, celle qu'on arrache, qui est constituée de kératine, la même matière que les ongles. Et cette kératine est organisée selon une structure bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer, que je vous mets ici. Et leur formation suit également un processus très bien huilé. Franchement, faudrait faire une thèse dessus pour en saisir toute la subtilité. Donc chaque poil que vous enlevez, c'est une petite merveille de technologie biologique que vous arrachez à la vie. Ouais, j'essaye un peu de vous faire culpabiliser. Cette tige s'insère dans une racine, qui se compose entre autres de glandes sébacées, celles qui donnent la peau grasse, de glandes sudoripares, qui nous permettent de transpirer, mais ça, on va y revenir, et également de tout petits muscles, les muscles horripilateurs, qui peuvent actionner le poil, et c'est ça qui se passe quand on a la chair de poule. Donc à première vue, c'est un bazar bien calculé, une mécanique bien huilée, qui couvre notre corps de petits poils. Et en général, quand la nature met autant d'efforts dans un de ses produits, c'est bien que ça sert à quelque chose. Et même si les poils sont une caractéristique des mammifères, on le retrouve dans plein d'autres espèces du monde vivant, avec par exemple les mygales chez les arthropodes ou des poils irritants chez certaines plantes. En fait, les fonctions des poils chez les animaux sont tellement vastes et variées qu'on pourrait en parler pendant des heures. On pense bien sûr en premier à la protection contre le froid, qui d'ailleurs s'améliore quand on a la chair de poule, puisqu'en se levant, les poils vont donner plus de volume à la fourrure et donc créer une couche protectrice, augmentant encore son effet isolant. D'ailleurs, quand on se sent agressé, l'adrénaline provoque également une horripilation des poils. Donc la chair de poule. Et ça pourrait servir à se grossir face à l'adversaire, un peu comme les chats qui se battent et qui sont ridicules, là, qui se gonflent, comme ça. Mais il y a encore tout un paquet d'utilités. Les pelages peuvent prendre des motifs très complexes afin de se dissimuler dans un environnement, et peuvent même parfois changer en fonction des saisons, comme les lapins ou les renards des neiges. En vrai, la diversité des motifs, elle est juste ouf au sein de l'ordre des mammifères. Les poils sont de plus généralement une bonne protection contre les UV, contre les microbes, contre les frottements, contre les parasites et les insectes qu'on peut sentir quand ils marchent sur notre corps la nuit. Ben oui, parce qu'avec les petits muscles horripilateurs qui se situent dans le bulbe, les poils agissent comme un récepteur mécanique. Et il y en a même qui poussent le délire un peu plus loin. Par exemple, si on revient aux chats, ils ont sur la face des poils spécialisés qui s'appellent les vibrisses, ou les moustaches, qui les rendent trop mignons, mais qui servent également de mécanorécepteurs afin de percevoir les vibrations de l'air liées au passage d'une proie. Ça leur permet aussi de se repérer dans l'espace lorsqu'ils empruntent des espaces étroits. Cette mécanoréception, c'est tellement utile que même chez des animaux qui ont perdu leurs poils, comme le bien nommé rat taupes-nu, on retrouve de longs poils blancs dégueulasses qui traînent un peu partout pour analyser l'environnement de cet animal qui vit dans les galeries souterraines. Bon, et ça c'est purement personnel, mais quand on voit la tronche de cet animal, on comprend tout de suite l'intérêt esthétique d'avoir une fourrure.
Mais on n'est pas si bien placé pour critiquer ce BG des tunnels puisque je vous rappelle que nous aussi on a perdu notre fourrure. C'est même une des caractéristiques flagrantes de l'humain par rapport à ses autres cousins les grands primates. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on a décidé de quitter le groupe des mammifères stylés du collège pour rejoindre celui des mecs un peu bizarres et un peu moches qui vont au CDI pendant les récrés, et surtout, pourquoi ? L'humain aurait perdu les derniers reliquats de sa fourrure il y a environ 114 000 ans, même si cette date reste très débattue. En fait, c'est très récent, même si on regarde l'arbre génétique de l'humain qui a commencé à se différencier de son cousin le plus proche, le chimpanzé, il y a environ 7 millions d'années avec l'apparition de la bipédie. Cette datation assez précise a été obtenue avec une méthode très originale, puisqu'en général, les poils et tissus pourrissent et ne sont pas conservés aussi bien que les os. C'est une équipe de chercheurs allemands qui a établi cette datation en étudiant la génétique des poux. En effet, ces petits parasites sont des spécialistes du suçage de sang, et ils occupent des niches écologiques très précises. Poux de cheveux, poux de corps, poux de vêtements, poux de parties génitales, ils sont tous très spécialisés et occupent une partie bien définie de leur hôte. En particulier, leur système de ponte est très adapté à leur environnement. Typiquement, les poux de tête vont utiliser une colle très spéciale pour accrocher leurs lentes aux cheveux, alors que les poux de corps ne peuvent se nourrir que de zones imberbes et vont accrocher leurs œufs aux vêtements. Ainsi, en datant l'apparition de ces poux de corps, on date à la fois la disparition de la fourrure et la démocratisation des vêtements. Il y a bien sûr un laps de temps entre l'apparition d'une niche écologique et l'apparition des espèces qui vont l'occuper, mais celui-ci est en général très court. Mais du coup, ça répond pas à la question de pourquoi on a perdu nos poils. Il existe vraiment une multitude de théories pour répondre à cette question. Et même si certaines font plus ou moins consensus, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante et j'ai eu envie de vous la présenter. Elle s'appelle la théorie du coureur de fond. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'apparition de la bipédie a joué un rôle majeur dans la différenciation de l'humain des autres grands singes. En descendant des arbres et en explorant la savane, les australopithèques ont eu accès à une toute nouvelle niche écologique et à un tas de ressources dont ils ne disposaient pas avant. Alors c'est sûr que c'est cool d'avoir plus de ressources, mais ça les mettait en concurrence avec tout un tas d'autres animaux qui étaient là depuis des millions d'années et qui n'ont pas envie d'être remplacés. Désolé monsieur Attali. Excusez-les. Il faut avouer que les grands singes un peu maladroits que nous étions n'étaient pas exactement taillés pour le job. On n'avait pas de griffes, on avait des dents d'herbivores, on n'avait pas exactement la structure squelettique et musculaire qui nous permettrait de taper des sprints dans la savane. En gros, on suppose que les premiers hommes, ils étaient surtout charognards parce qu'ils avaient pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que quand on voyait une carcasse au loin, fallait quand même un peu tracer pour les récupérer, sachant que les autres animaux charognards étaient plutôt nocturnes alors que les australopithèques étaient plutôt diurnes, donc un des gros enjeux c'était de se rendre rapidement à la carcasse pour pouvoir en manger le maximum avant que la nuit tombe et que les bêtes sortent. Parce qu'on avait déjà un gros avantage, c'est qu'en étant bipède, on voyait de haut pour repérer des carcasses de très loin. Et pour rejoindre cette carcasse, il fallait être capable de courir parfois plusieurs kilomètres sans s'épuiser, surtout qu'on était plutôt habitué à se balancer de branche en branche. Et d'après la théorie du coureur de fond, c'est cette pression évolutive qui a conduit les humains à développer tout un tas de traits caractéristiques qui nous sont vraiment propres, dans l'objectif d'être capable de parcourir de très longues distances pour un coût énergétique le plus faible possible. Je rappelle que ces évolutions se sont faites sur des millions d'années entre l'apparition des premiers bipèdes et le Usain Bolt Homo ergaster qui a finalisé son adaptation à la course il y a environ 2 millions d'années. En plus de la bipédie, on retrouve tout un tas d'adaptations musculaires et squelettiques qui nous permettent de mieux encaisser les chocs et les traumatismes de la course à pied. Parce que la course à pied, qui fonctionne comme un système masse-ressort afin de conserver l'énergie de la course grâce à l'élasticité des membres, ça fait un paquet de chocs et de traumatismes, mais ça permet d'économiser pas mal de calories. C'est pour ça d'ailleurs que la marche nordique, ces grands-mères qui se promènent avec des bâtons le long des berges du Rhône, permet de brûler beaucoup plus de calories que quelqu'un qui courrait au même rythme. Je vais pas vous faire la liste des adaptations à la course à pied parce que c'est pas le sujet, mais ça concerne la forme des pieds, la forme du dos, la manière dont la tête se fixe sur le corps, l'élargissement des articulations pour encaisser les chocs. C'est une très belle machine. Mais quel rapport avec les poils du coup ? Le rapport, c'est la thermorégulation. Pour la plupart des animaux à sang chaud, refroidir son corps lors d'un effort physique est un énorme enjeu, presque autant que celui de se réchauffer quand il fait froid. Et pour faire baisser leur température, la grande majorité des mammifères utilisent le halètement. Et je parle pas de l'allaitement, ça c'est la vidéo sur l'industrie du lait. En gros, ils respirent fort au niveau de leur muqueuse. Le tabac. En gros, ils respirent fort au niveau de leur muqueuse afin de créer un mouvement de convection pour en faire s'évaporer l'eau, ce qui refroidit leur organisme. En gros, l'idée c'est un peu de se mettre de l'eau sur le visage et devant un ventilateur afin de faire s'évaporer l'eau, ce qui nous rafraîchit. On appelle ça refroidissement par évaporation en convection forcée. Ouais, ça fait intelligent. Grosso modo, halter,
halter, je halète. Grosso modo, quand un animal halète, il utilise sa respiration comme un gros ventilateur à l'intérieur pour se rafraîchir. Nous les humains, et c'est un cas très rare dans le monde des mammifères, on a préféré transpirer. C'est-à-dire qu'on recouvre notre peau d'une couche d'eau, c'est la transpiration, afin que celle-ci nous rafraîchisse en s'évaporant au contact de l'air. Il y a 2 gros avantages à ça pour la course d'endurance. Tout d'abord, on peut transpirer sur toute notre peau. Donc ça fait une surface d'échange qui est beaucoup plus grande, on peut se refroidir beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus efficace que d'haleter. Et d'ailleurs, on théorise même que ça nous a permis de ne pas uniquement être des charognards, mais même de faire de la chasse contre des animaux qui couraient beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire qu'en poursuivant des gazelles aux heures les plus chaudes de la journée, vu que nous on avait une bien meilleure capacité à réguler notre température, on pouvait les poursuivre pendant des heures jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement, et puis là, c'était festin quoi. Pas d'armes naturelles, des pointes de vitesse minables par rapport aux quadrupèdes, mais une endurance très compétitive pour la chasse. Deuxièmement, on se libère d'une contrainte que personnellement je trouve hyper intéressante sur le principe et que je vais vous expliquer. Comme on l'a dit, les animaux qui halètent se refroidissent en respirant. Donc ça veut dire que c'est leur rythme de respiration qui impose leur rythme de refroidissement. Sauf que ils ont une autre contrainte que nous on n'a pas. Parce que comme ils sont quadrupèdes, leur rythme de course va comprimer leur cage thoracique, ce qui va imposer un rythme de respiration. Ça veut dire que pour les autres mammifères, un rythme de respiration égale un rythme de course égale un rythme de refroidissement. Et comme tout est imbriqué, les quadrupèdes ont par définition un rythme de course optimal en termes énergétiques. Là où l'humain est très fort, c'est qu'en transpirant et en étant debout, il va désolidariser les 3 cycles. On se refroidit en transpirant, on peut respirer indépendamment de notre rythme de course car nous ne courons que sur 2 jambes, et du coup, on peut courir à la vitesse qu'on veut. Ça veut dire que l'humain, il a toute une gamme de rythmes de course à sa disposition pour lesquels il peut atteindre un optimal énergétique en adaptant les 3 cycles comme il le préfère. On ne sera jamais aussi bon pour la course de pointe qu'un guépard, mais on est extrêmement adaptable aux différents rythmes nécessaires. On n'est pas des spécialistes, on est des généralistes, et c'est sûrement ça qui a fait qu'on a été capable de coloniser énormément d'environnements différents. Et tout ça, c'est permis par la transpiration, qui met en contact de l'eau sur notre peau avec l'air extérieur. Et ça a uniquement été permis par le fait que nous n'avions plus de fourrure. Bon. Comme je vous l'ai dit, ça reste une théorie parmi d'autres, elle est débattue, c'est impossible de prouver que ça a bien été le moteur de l'évolution humaine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien la perte de nos poils qui nous a permis de développer la transpiration, qui est un système de thermorégulation très efficace. Donc si comme moi vous transpirez souvent et en abondance, dites-vous que quelque part c'est ça qui vous rend humain. Bon, c'est bien gentil de dire qu'on a perdu tous nos poils, mais si c'était complètement vrai, je serais pas en train de faire une vidéo sur l'industrie du poil. Ouais, parce qu'on en a quand même gardé un paquet de poils. Alors, il y a les poils gentils, comme ceux qu'on a sur la tête et qui permettent de faire de superbes séquences avec Brad Pitt, sortant de la mer Méditerranée en agitant sa chevelure dorée. Et puis, il y a les poils méchants, ceux qui sont sales et ceux qu'il faut enlever par tous les moyens. Alors, je vais pas casser l'ambiance, mais on vient de faire toute une partie pour expliquer à quel point c'était pertinent de nous avoir enlevé nos poils. Alors, vous vous doutez bien que la nature n'a pas juste bâclé le travail, qu'elle a oublié de regarder sous les bras et a oublié quelques touffes, comme une esthéticienne pas très pointilleuse. Déjà, des poils, il en reste pratiquement partout sur le corps. Parce que dans le bulbe du poil dont on a parlé tout à l'heure, il y a des cellules souches qui permettent d'accélérer la cicatrisation lorsqu'on se blesse. Donc valait mieux garder un petit duvet discret un peu partout. Sur la tête, on voit assez bien l'utilité de nos poils. Les cils protègent les yeux des poussières, les sourcils évitent que la sueur nous coule à l'intérieur des paupières, parce que comme on l'a dit, on transpire. Les poils d'oreilles protègent nos orifices des parasites, les poils de nez filtrent l'air que nous respirons, et bien sûr, les cheveux et la barbe protègent des ultraviolets. Parce que comme on est bipède, on expose vachement cette partie au soleil. Bon alors, et les autres poils? Les poils qu'on aime pas, les poils qui puent? Bah ouais, parce que les aisselles, les parties génitales, l'anus, on va dire que c'est pas les endroits qui sentent le meilleur sur le corps humain, et pourtant, c'est là qu'on a un paquet de poils. Ce qui pousse d'ailleurs pas mal de gens à se raser les aisselles pour sentir moins fort. D'abord, vous remarquez que c'est souvent dans des zones de plis, où ça frotte. Et si vous vous épilez ou si vous êtes imberbe, vous avez probablement déjà eu des brûlures de frottement. Typiquement, si vous avez les cuisses qui se touchent, que vous vous épilez et que vous partez en randonnée, je peux vous dire que la peau rouge à cet endroit-là, ce sera pas un coup de soleil. Les poils, ils créent une interface entre les deux peaux pour limiter les brûlures. Pour les parties génitales, ils protègent également des poussières, des parasites, des insectes, et même selon certaines études récentes, ils limiteraient la transmission des MST. Bonjour, je suis Chlamydia, une infection sexuellement transmissible. Ok, c'est utile, mais quand même, ça pue. Ben ouais, justement, ça pue. Et c'est pas un hasard que ça pousse ou ça pue. Vous avez sûrement remarqué que quand on transpire des aisselles, ça sent pas forcément la même odeur en fonction de si on a chaud, si on a de l'adrénaline, si on stresse ou si on est excité pour quelque chose. Parce que dans ces zones odorantes, on a des glandes spéciales, qui ne sont pas les mêmes que les autres glandes qu'on a dans le reste du corps. À partir de la puberté, elles sont en mesure d'émettre des phéromones. Et même si le sujet de l'impact des phéromones sur le comportement humain est très débattu, leur effet étant plutôt social et émotionnel que réellement comportemental, le fait est que les poils à ces endroits-là permettent de retenir les phéromones et donc de les transmettre à nos pairs. Donc l'objectif, c'est vraiment que ça pue. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour les enlever? Est-ce qu'on l'aurait fait s'il n'y avait pas eu le développement de l'industrie du rasoir? Allons voir un peu ce qui s'est passé chez l'homme moderne et retrouvons notre meilleur ami King Kong Gillette.
À l'image des cheveux, la barbe a été à travers les temps un marqueur socio-culturel. Les pratiques sont innombrables et très variées en fonction des époques et des endroits du globe. Mais on sait par exemple que les anciens Égyptiens se rasaient déjà la barbe, puisque de nombreux hommes imberbes figurent sur les fameuses peintures égyptiennes, dès les premières dynasties. On estime que c'est vers l'âge de bronze, il y a 5000 ans, que les premiers rasoirs sont apparus avec l'apparition générale des outils en métal. Comme on l'a dit, les pratiques au cours de l'histoire ont été très variables, avec de nombreuses symboliques différentes, le poil symbolisant tour à tour la virilité et la sagesse, ou l'ensauvagement et la barbarie. On va avoir du mal à considérer 7 millénaires de pratiques culturelles de la pilosité, donc on va directement embrayer sur la fin du 19e siècle, où le poil est à la mode en Occident. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on fréquente surtout les barbiers pour entretenir sa barbe. Rappelons-nous que le miroir est à l'époque un bien de luxe réservé aux classes aisées, mais qu'en plus l'eau courante n'est pas encore généralisée dans toutes les maisons. Alors vous comprendrez qu'il était plutôt galère de se faire soi-même chic-chic sans miroir ni eau. De plus, les barbiers, chez qui on allait généralement hebdomadairement avant la messe, étaient un lieu d'échange et de ragot, où l'on retrouvait ses voisins pour parler de tout, en se faisant tailler la barbe et les cheveux. Le barbier utilisait alors un coupe-chou, c'est-à-dire une lame droite qu'il fallait régulièrement affûter. Et si vous avez déjà essayé de vous raser avec un coupe-chou, vous savez qu'on se coupe très facilement. Alors sans eau et miroir, vous comprendrez que c'était vraiment une nécessité d'aller chez le barbier. C'est bien l'invention de King Kong Gillette qui va démocratiser le rasage à domicile. King Kong Gillette a imaginé ce modèle où un rasoir dit de sûreté est vendu à bas coût, sur lequel il faut ajouter une lame jetable qui s'émousse et qu'il faut régulièrement remplacer. Si le rasoir en lui-même ne rapporte que peu de revenus à l'entreprise, c'est bien le rachat continuel de nouvelles lames, proportionnellement bien plus chères, qui fait tourner la boutique. La lame jetable est en quelque sorte l'un des premiers produits suivant le modèle de la société de consommation de masse. C'est de plus l'un des premiers modèles économiques exploitant le freebie marketing, aussi appelé modèle lame et rasoir, où le produit complet représente un faible investissement, mais où le besoin de racheter régulièrement un consommable permet à l'entreprise qui les commercialise de s'en mettre plein les fous. C'est un peu comme les imprimantes avec les cartouches d'encre. D'ailleurs, j'ai dû vendre un rein pour pouvoir imprimer mon script sur cet épisode. Bon, alors on va faire la vérification des faits. Je sais que vous aimez pas le mot fact-checking, on va retrouver Amélie Rosic. Amélie, qu'avez-vous vérifié dans cette deuxième partie ? En réalité, Gillette vendait également le produit d'entrée très cher à l'époque parce qu'il y avait un brevet dessus. Ce sont vraiment ses concurrents qui, à l'expiration du brevet, ont mis en place ce freebie marketing. Je pense que le ridicule est pour vous. Vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Bon, au début, ce modèle de consommation fonctionne sans surprise aux États-Unis. Mais lors de la Première Guerre mondiale, King Kong Gillette fait jouer ses relations pour devenir le fournisseur officiel des GI de l'armée américaine. Ben ouais, parce que quand les États-Unis entrent en guerre en 1916, faut vous dire que ça fait déjà 2 ans que les Français et les Allemands se battent dans des tranchées à Verdun. Et si on les appelle les poilus, c'est pas pour rien, parce que les pélos dans leurs tranchées, vous imaginez bien qu'ils ont pas de barbier. Donc ils se laissent pousser des beubards qui feraient rougir Karl Marx. Pour leur éviter un sort similaire, le gouvernement américain décide d'équiper tous les soldats d'une trousse de toilette. Trousse contenant le fameux rasoir Gillette, l'état-major alimentant régulièrement les soldats avec de nouvelles lames. Ok, je suis obligé de me refact-checker ici, parce que c'est complètement faux. En fait, les poilus, on les appelait pas poilus parce qu'ils étaient poilus. Ça, c'est une croyance populaire, et je pense qu'on est beaucoup à avoir cru ça. On les appelait poilus parce qu'un poilu, c'était un soldat, c'était un guerrier, c'était quelque chose de viril comme on l'a dit plus tôt. Pourquoi se raser était devenu essentiel dans les tranchées ? Parce qu'avec l'apparition des armes chimiques, il fallait pouvoir mettre un masque à gaz sans être embêté par une éventuelle pilosité, moustache ou grosse barbe. Donc c'est aussi pour ça que les Américains ont équipé leurs soldats avec des rasoirs. Voilà, c'était juste pour m'auto-fact-checker. Bonne continuation de la vidéo. C'est ainsi que ce rasoir nouvelle génération va s'exporter en Europe, et avec lui la mode du rasage à blanc. Alors oui, ça y est, le produit est désormais partout dans le monde. Mais les pratiques socio-culturelles sur la pilosité sont trop mouvantes, ça dépend trop des tendances. Les industries du rasoir vont devoir frapper fort pour en faire un élément indispensable de la toilette masculine. C'est bien beau de devoir changer de lame régulièrement, mais encore faut-il qu'elle s'émousse. Gillette a donc concentré son marketing sur 2 aspects. La barbe c'est sale et ça ne plaît pas aux femmes. Par exemple, en 2015, Gillette s'est associé avec Tinder pour mener une étude afin de déterminer si les femmes étaient plus attirées par les profils barbus ou imberbes. Sans surprise, selon les résultats, 91% des femmes préféreraient les hommes sans barbe. Et peu importe si une étude bien plus sérieuse du centre de recherche sur l'évolution de l'université de Galles du Sud en Australie a montré rigoureusement l'inverse 2 ans auparavant. Je vous laisse seul juge d'une étude menée par Tinder et Gillette. Mais la désinformation sur la barbe ne s'arrête pas là, puisque des microbiologistes d'Albuquerque aux États-Unis avaient montré encore en 2015 que les barbes masculines étaient plus sales que le pelage d'un chien et contenaient même plus de microbes que des urinoirs. Une étude bien évidemment complètement bidon, qui n'était d'ailleurs même pas une étude mais le fait de journalistes en mal de sensationnalisme. Un gros titre qui avait naturellement fait le tour du monde à l'époque avant
d'être mollement débunké. Il a d'ailleurs été montré depuis que les hommes rasés avaient autant de microbes sur leur visage que leurs homologues barbus. Mais bien évidemment, on y arrive, les hommes ne sont pas les seuls concernés par ce matraquage. En fait, ils sont même largement moins concernés que les femmes, puisque chez eux, il n'y a que la barbe à entretenir. Les vendeurs de rasoirs se sont rendus compte dès les années 20 qu'il y avait un gros manque à gagner à ne vendre des produits qu'aux hommes. Il faut dire que 50% des parts de marché leur échappaient. Heureusement pour eux, la conception genrée du poil existait déjà depuis longtemps et il leur a suffi de mettre le turbo pour imposer le rasoir aux femmes. Depuis le 15e siècle en Occident, là où le poil est symbole de virilité et de sagesse, il n'est pas très apprécié chez les femmes. Partant du principe que les poils masculins sont plus drus et plus denses que ceux des femmes, l'idée que la pilosité est une qualité virile s'est petit à petit imposée dans les mœurs. Je vous donne une très belle citation de Christian Bomberger, qui est un historien du poil, et qui nous dit « Ce que la nature a créé, la culture l'a renforcé ». C'est-à-dire que grosso modo, avant le 20e siècle, les femmes vont s'épiler la moustache, le menton, et parfois même le duvet sur les tempes. Mais surtout, elles vont porter des vêtements très amples, qui vont cacher les aisselles ou les jambes. Mais si je devais compléter la phrase de Bomberger, je dirais « Ce que la nature a créé, la culture l'a renforcé, et l'industrie l'a standardisé ». Car dès 1915, l'industrie du rasoir met le paquet sur le marketing vers les femmes, afin de montrer des modèles féminins aux aisselles complètement épilées. D'après Rebecca Herzig, autrice d'un livre sur l'épilation féminine, Gillette était très rusée pour augmenter la consommation de son produit, et cibler les femmes faisait partie de cette stratégie. Car dès les années 20, la mode féminine se libère des grosses robes corsetées de l'ère victorienne et des tenues plus échancrées dévoilant les épaules ou des jambes en collant font leur apparition. L'entrepreneur saute sur l'occasion et lance son modèle de rasoir à destination des femmes, insistant sur la nécessité absolue de se raser les aisselles pour porter ce genre de robe. Ces publicités, au ton culpabilisant, tranchent avec la bienveillance woke marketée aujourd'hui par Gillette. N'oublions pas que le marketing ne répond qu'aux intérêts financiers de la marque. Bien entendu, les industriels vont continuer à exploiter tous les événements conduisant les femmes à montrer plus de peau pour leur faire retirer plus de poils. Pénurie de collants en nylon pendant la Seconde Guerre mondiale ? Elles s'épileront les jambes. La mode de l'aérobics dans les années 80 popularise le port du juste au corps dévoilant l'aine et une partie du pubis. Elles s'épileront le maillot. Ce que la nature a créé, la culture l'a renforcé et l'industrie l'a standardisé. Cette histoire de l'industrie du poil, elle peut paraître anodine, à la marge du capitalisme. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés, elle peut sembler être un non-sujet. Et pourtant, je trouve qu'on peut en tirer deux conclusions intéressantes. Tout d'abord, on voit bien que le modèle de consommation de masse, j'achète, je consomme, je jette et je rachète, plutôt que je répare et je réutilise, a été presque inventé avec la lame de rasoir jetable. C'est un gros raccourci, mais Gillette était bien un précurseur du domaine. Et le truc de fou, c'est que cette avancée, c'était uniquement dans le but de générer du profit personnel. Dans ce cas, l'idée de progrès technique n'est pas du tout associée avec une idée de bien commun, mais bien de celui d'une seule personne, celle de King Kong Gillette. Un peu comme une espèce invasive qui se développerait dans une nouvelle niche écologique au détriment de toutes les autres. Peut-on réellement parler de progrès dans ce cas-là ? Le deuxième truc intéressant, c'est cette continuité entre nature, culture et industrie. C'est d'ailleurs le thème général de la chaîne, mais je trouve que c'est particulièrement flagrant ici. La nature a généré une culture qui a permis la naissance d'une industrie. Et c'est cette même industrie qui a standardisé nos pratiques. L'industrie est issue de la nature et de la culture et domine aujourd'hui nature et culture. L'homme a fait l'industrie et aujourd'hui l'industrie fait l'homme. Ça fait réfléchir. Dernière chose, vous aurez peut-être remarqué que je ne veux faire aucune prescription sur la manière dont vous voulez gérer vos poils. Ça n'est pas mon rôle, il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup mieux. Le but n'est pas de shamer les gens qui se sentent mieux en s'épilant. J'avais juste envie d'en parler parce que justement c'est pas qu'un sujet culturel, c'est aussi un sujet qui est dominé par l'industrie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop rasoir. MDR. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis les plus poilus. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Ciao!